Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure, non, une véritable légende. Un géant de la musique africaine au destin, au destin complètement fou, Franco Luambo Makiadi. Faut savoir que sa vie, c'est un peu le reflet de sa musique. La rumba congolaise, c'est complexe, c'est puissant, et c'est surtout bourré de contradictions. Alors, pour bien comprendre, il faut s'imaginer la scène. On est en 1989. Le cœur de la musique congolaise s'arrête de battre. Franco est mort. Et là, coup de théâtre total, le dictateur du Zaïre, Mobutu Sese Seko en personne, qui décrète 4 jours de deuil national. Pour un musicien, c'était du jamais vu, vraiment. Et voilà, on est en plein dans le paradoxe qui a défini toute sa vie. Comment est-ce qu'un artiste, un type qui a si souvent défié le pouvoir en place, a pu finir célébré, récupéré même, par ce même pouvoir? C'est vraiment le mystère qu'on va essayer de démêler ensemble. Et tout commence, ou plutôt tout se termine, justement avec ses funérailles. C'est vraiment là que le paradoxe de Franco éclate au grand jour. Faut bien voir que le régime de Mobutu a transformé ses funérailles en une pure opération de communication. L'éloge funèbre, en fait, c'était une réécriture de l'histoire. On a présenté Franco comme un artiste loyal, en pilier de la nation. Bref, on a littéralement gommé le rebelle, le critique, pour que l'État puisse s'approprier son incroyable popularité. Mais bon, pour vraiment comprendre ce paradoxe, il faut revenir en arrière, aux origines de Franco. C'est là qu'on trouve la source de son esprit si rebelle. Son ascension, elle est tout simplement fulgurante. La vie le frappe très jeune, très durement. Mais regardez-moi cette trajectoire. En à peine 7 ans, ce gamin, qui a dû arrêter l'école, passe de musicien de rue à cofondateur de l'Ok Jazz. Rien que ça, l'un des orchestres les plus influents de tout le continent. C'est une précocité qui est juste hors norme. Franco, il ne sort pas d'un grand conservatoire, hein. Son école à lui, c'était la rue. Sa toute première guitare, il l'a fabriquée lui-même, avec les moyens du bord, pour aider sa mère au marché. Et c'est exactement de là que vient sa musique. Du vécu, du système D, du quotidien des Congolais. C'est une authenticité brute qui ne s'invente pas. Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur. Sa relation, explosive, c'est le mot, est tellement ambiguë avec le pouvoir. Et surtout avec un homme en particulier, le dictateur Mobutu. Franco, c'était un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. D'un côté, on a le musicien de cour, décoré par Mobutu, qui compose des chansons à la gloire du régime. Et de l'autre, on a le rebelle, l'insoumis, qui se retrouve en prison ou en exil à cause de ses paroles. Il a passé sa vie entière à jouer ce double jeu. C'est fascinant. Alors la question, c'est comment il faisait, comment il arrivait à jongler comme ça? Eh bien, grâce à une technique qu'il maîtrisait à la perfection, le mbekela. C'est tout un art, celui de la critique à mots couverts. En gros, il cachait des messages bien sentis, des messages subversifs, dans des textes qui avaient l'air de rien. Ça lui permettait de critiquer le régime tout en gardant une porte de sortie, un vrai jeu du chat et de la souris avec la censure. Et ce grand écart, il est permanent. Regardez un peu ça. En 66, il frôle l'exil à cause d'une chanson critique. 4 ans plus tard, il devient le porte-voix du même régime. En 83, il sort une chanson qui dénonce la corruption d'État. Et à peine un an après, il compose l'hymne de campagne de Mobutu. C'était un caméléon politique, capable de changer de couleur en un claquement de doigts. Mais attention, ce serait une grosse erreur de réduire Franco à ce simple jeu politique. Il était tellement plus que ça. En fait, il était la voix, et surtout le son de tout un peuple. Cette description, je trouve, est absolument parfaite. Tout comme Balzac avec la société française, Franco, lui, était le grand chroniqueur de la société zaïroise. Ses chansons, c'étaient de vrais romans en musique. Elles disséquaient la vie de tous les jours, l'amour, les problèmes, les joies, tout. Et musicalement parlant, son innovation majeure, son coup de génie, c'est le seben. C'est quoi le seben? C'est ce moment incroyable, à la fin d'une chanson de rumba, cette longue partie instrumentale où la guitare prend le pouvoir et où tout explose. C'est devenu la signature de la rumba congolaise et un appel à la danse, impossible d'y résister. Prenons l'exemple parfait, son plus grand tube international, Mario. C'est ça le génie de Franco. La musique est incroyablement entraînante, on a juste envie de danser. Mais les paroles, c'est une satire sociale ultra mordante. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme, bardé de diplômes, qui choisit de vivre en gigolo, entretenu par une femme plus âgée et plus riche. Il transformait une analyse sociale pointue en tube planétaire. Et puis, à la toute fin de sa vie, il va endosser une dernière fois ce rôle de conscience de la nation.
Il faut se remettre dans le contexte de 1987. Le sida est un sujet terrifiant, un tabou absolu. Et lui, il utilise son incroyable popularité pour sortir une chanson qui s'appelle « Attention, na sida ». C'était un message de santé publique crucial et honnêtement un acte de courage immense. Forcément, sa disparition a laissé un vide immense. Et c'est justement en regardant ce vide qu'on peut vraiment mesurer l'ampleur de son héritage. La preuve la plus frappante de son génie, de son caractère irremplaçable, elle est peut-être là, dans la rapidité avec laquelle son empire musical s'est effondré juste après sa mort. Son orchestre, le TPOK Jazz, c'était une institution qui l'a tenu à bout de bras pendant plus de 30 ans. Eh bien, elle n'a pas survécu à son départ. La réalité, c'est que Franco, c'était le groupe. Je crois que c'est son contemporain, le musicien Sam Mangwana, qui a le mieux résumé son importance historique. Il a dit de lui que c'était le genre d'homme qui n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans. Ça dit tout. Franco, c'était pas juste un musicien populaire, c'était un phénomène culturel, une figure historique. Au final, quand on prend du recul, au-delà de la musique elle-même, son plus grand héritage, c'est peut-être ce document historique qu'il nous a laissé. Sa discographie, on parle de plus de 1000 chansons. Écouter tout ça, c'est comme écouter l'histoire de toute une nation, le Zaïre postcolonial, avec ses rêves, ses espoirs, mais aussi ses galères et ses problèmes. C'est une archive culturelle d'une valeur inestimable. Alors, au bout du compte, héros du peuple ou simple opportuniste politique? La vérité, comme bien souvent, elle n'est pas simple. Elle est dans la complexité. Franco était probablement les deux, et souvent en même temps. Et c'est justement ce paradoxe, qui reste entier, qui continue de rendre sa vie et son œuvre si fascinantes, même des décennies après que sa guitare se soit tue. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner. De vous abonner.